Je voudrais maintenant vous amener sur une réflexion sur comment gérer la confiance dans un processus de changement. En 1969, Elisabeth Kubler-Ross, une psychiatre suisse, dans son livre Les derniers instants de la vie, elle a décrit les différentes phases du deuil, les réactions d'une personne face à une perte significative. Cette étude a ensuite été adaptée pour refléter les phases du changement, les phases par lesquelles passe un individu exposé à un changement radical et négatif. Bon, dans le cadre d'un environnement professionnel, ça peut être une mutation, un licenciement, une restructuration ou encore une faillite, par exemple. Il faut savoir que le changement, en général, il n'est pas voulu, il est subi. Et de notre réaction aux événements dépend beaucoup leur résultat après changement. Alors, pour illustrer ça, je vais vous emmener dans le parcours de vie d'un individu commun, un vendeur qu'on va appeler Richard, et qui fait face à un changement radical dans sa vie professionnelle. Richard est commercial dans une société de services depuis de nombreuses années. C'est un vendeur charismatique, accompli, un bon quoi. Une vie tranquille, une femme, des enfants, la routine. Il a confiance en lui. Il a l'assurance nécessaire pour vendre n'importe quoi à n'importe qui. Il administre bien ses clients et il est respecté par ses collègues. Bon, bien sûr, il est un peu ancien de mode, plutôt papier-crayon que tablette et laptop. Mais les résultats sont là. Un matin, son directeur le convoque dans son bureau et lui fait part de son nouveau projet, la mise en œuvre de l'intelligence artificielle au sein du département commercial, avec redéfinition du rôle des vendeurs comme assistants plus que comme leaders. Le choc. Première réaction, le déni, la négation. C'est pas possible, ça doit être un malentendu, ils peuvent pas faire ça. C'est un mauvais rêve, je vais me réveiller, rien de tout ce n'est réel. Ou alors, ah, ça doit être une blague des copains, hein, ils savent que j'aime pas ça, ils me font marcher. Mais voilà, c'est pas un rêve, c'est bien la réalité. On passe alors à la phase de refus. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas laisser la société aller en faillite à cause de ces trucs-là. Ils remettent en question mon boulot, comme si j'étais un poids mort. Il est hors de question que mon trajet professionnel me conduise à dépendre d'un ordinateur pour vendre. Je sais faire beaucoup mieux que ça. Donc il se prépare à négocier, c'est ce qu'il sait faire le mieux, non? Donc il va parler de sa hiérarchie, il met en avant sa valeur, son expertise, parce qu'il est sûr de renverser la situation. Manque de peau, la situation est irréversible. Et son refus initial se transforme alors en colère, les émotions négatives à fleur de peau. Il se sent trahi, blessé dans sa fierté professionnelle. Il exprime sa frustration, il crie à tout le monde son mécontentement. Les collègues, la famille, les amis, tous entendent parler de cette injustice. Richard partage avec tous un mélange de fureur, de déception, de frustration. Mais même si ça lui permet de se libérer de quelques émotions fortes, ça arrange en rien sa situation. La colère retombe, il reste quoi? La tristesse de se voir en partie remplacée, la frustration de ne pas être écouté, la peur de ne pas faire face au changement, à la technologie. Il se plaint, il se prend lui-même en pitié. Comment ça a pu m'arriver? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tous mes potes sont heureux dans leur job de vendeur, normal, quoi. Il n'y a que moi qui passe par ce genre de traitement. Il remet en question sa valeur, toutes ses contributions. Comment est-ce qu'une telle injustice peut lui arriver? Il cherche du réconfort en racontant son histoire de malheur à quiconque veut bien l'écouter. Mais bon, vous vous en doutez, ils sont pas très nombreux. Sauf que se plaindre et assumer la responsabilité, c'est pas facile. Donc rapidement, il faut rechercher des coupables, que ce soit les autres, les circonstances, Dieu lui-même. Richard se transforme alors en victime du système, il n'y est pour rien. Il se voit comme la victime malchanceuse des circonstances, victime d'un système injuste, d'une époque qui n'est pas la sienne, victime des circonstances. Ah, ils veulent me licencier, ils ont trouvé ça comme excuse. Il faut faire de la place pour un ami du patron. Ou alors c'est la faute du marché. C'est la faute des clients qui passent leur temps sur leur smartphone. C'est à cause du boss qui a fait besoin d'une excuse et qui croit que l'IA, comme il l'appelle, va compenser ses faiblesses à lui, pas les miennes. Et là, deux options, la dépression ou la réaction. C'est la phase cruciale où ça passe ou ça casse. À ce moment-là, Richard peut soit se laisser aller à se morfondre, se préparer à aller pointer à Pôle emploi, en sachant, croyance limitante bien sûr, qu'il n'aura plus jamais d'opportunité professionnelle aussi bonne. Ou réagir en voyant peut-être une nouvelle opportunité, en se formant, en agissant concrètement. Alors, avec l'appui de son entreprise, Richard choisit de tester ce nouveau système.
Après tout, rien à perdre a priori, hein. Avec son expérience, il perçoit quand même assez vite que l'IA pourrait peut-être lui permettre de multiplier ses contacts et de faire des devis plus vite et plus précis. Bon, bien sûr, c'est pas facile apprendre à parler à une machine ou même à l'écouter, mais bon, il est déterminé à la mettre à son service pour voir ce qu'il peut en ressortir. Donc, il accepte la nouvelle situation comme un nouveau point de départ. Quelques heures de formation, de l'aide des collègues, quelques devis, nouvelles formules, et Richard apprend petit à petit comment collaborer avec l'IA. Une première offre, un contrat signé, et il se sent de plus en plus à l'aise dans ce nouvel environnement, dans lequel il apprend à mieux tirer profit des capacités de son nouvel outil, de la nouvelle technologie et d'un tas de choses encore. Donc rapidement, il se rend compte qu'en travaillant différemment, il devrait arriver à s'en tirer. Au bout de quelques temps, il va en fait plus qu'avant. Il a besoin de moins travailler le soir ou les week-ends. Il a plus de temps pour lui, pour sa famille, pour ses loisirs, et il commente à qui veut l'entendre le bien fondé de l'IA et comment il l'utilise. Il en ferait presque des conférences pour que tout le monde s'y mette. C'est la phase ultime, celle de l'engagement. Richard a finalement compris que s'attarder sur le passé ne ferait que limiter ses opportunités et sa croissance. Il a compris que son avenir n'est pas défini par son passé. Il a compris que face au changement, c'est notre réponse qui nous définit. C'est son engagement dans la mise en œuvre du changement, maintenant comme acteur, qui lui a permis de s'épanouir. Et si vous regardez, on a en fait un W. Cette courbe, elle forme un W, et ce W, on peut le diviser en fait en trois parties. La première, c'est ce qu'on va appeler l'âge de glace, la deuxième, l'âge de feu, et la troisième, la civilisation, si ça vous rappelle quelque chose pour ceux qui suivent les dessins animés de la Century Fox. Dans l'âge de glace, il y a une certaine paralysation, une immobilisation par rapport à la situation. L'âge de feu, l'âge de feu, c'est là où il y a la motivation maximum. Pas forcément dirigée là où on voudrait qu'elle soit, mais c'est là où il y a plus de mouvement, oui, mais aussi, bien sûr, le plus de risques. Enfin, la civilisation, c'est quand on remonte de manière positive vers une situation plus satisfaisante. Et le passage de l'âge de feu à la civilisation, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, c'est la possible zone de rupture à laquelle il va falloir faire très attention. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est que dans tous les processus de changement, tout le monde, et ça, c'est scientifiquement prouvé, tout le monde passe par ces étapes. Ça peut être en quelques minutes, parfois. Ça peut être en quelques secondes dans certains cas, et ça peut être aussi des années, ça peut être des mois pour certaines personnes en fonction des circonstances, mais tout le monde passe par ces différentes étapes. Donc l'enjeu de l'étude de cette courbe, c'est de passer du point 1 au point 8, donc de la perception du changement à l'acceptation, le plus rapidement possible. Et je vais vous montrer comment les dimensions de la confiance peuvent faciliter ce processus. Le leader, lui, ce qu'il veut, c'est accélérer le processus. On n'est pas obligé de passer du 1 au 10, mais il faut arriver à passer du 1 au 8 le plus vite possible. Si la personne accepte le changement, après, adaptation, engagement, elle le fera toute seule. Donc, il faut que le leader ou l'accompagnant adapte sa posture au moment. On a en fait trois postures en fonction de ces différentes étapes. En premier, on doit se comporter comme un prof pour expliquer la situation, donner un point de vue différent, donner des informations, de façon à faciliter la compréhension de la personne de ce qui est en train de se passer. C'est un moment plus intellectuel qu'effectif où il est nécessaire de passer par l'explication. Répéter, enseigner, argumenter, être patient et didactique, faire voir le futur, faire voir les possibilités. Si on reprend les dimensions de la confiance, qu'est-ce qu'on observe chez Richard à ce moment-là? Lui-même fait preuve de scepticisme. Il ne croit pas au nouveau projet, ne croit pas à sa participation, et en conséquence, il fait preuve aussi d'immobilisme. Aucune volonté d'apprendre en partant du principe que ça va rater, mais il fait preuve aussi d'authenticité. Il s'exprime, il affiche sa position. Et ça, c'est très important. Il faut à ce moment-là encourager l'authenticité, c'est ce qui va ouvrir la porte aux échanges, à la poursuite des relations. Richard est aussi confronté à un très sérieux problème pour lui. La réponse à ses angoisses doit être de l'empathie tout au long de cette première phase. Comprendre ses besoins, ses préoccupations, etc. Lui montrer qu'on comprend, qu'on se soucie.
Vous voyez facilement que authenticité et empathie doivent être présentes et ce sera le cas de manière active tout au long du processus de transformation. Ce sont les deux dimensions qui vont permettre de maintenir le contact et la communication tout au long du changement et d'être sûr qu'on reste sur la bonne voie. Sans cette connexion authentique, pas de succès en vue. Mais les deux autres dimensions qu'il va falloir travailler dès le début aussi, c'est pour renverser cette situation, ce sont le focus et la foi. Le focus pour montrer que les décisions sont prises dans le cadre d'une stratégie claire, réfléchie et sur le long terme. On n'a pas simplement cédé aux sirènes de la technologie. La foi, c'est en fonction de l'incertitude que ressent Richard pour lui faire voir les bénéfices futurs, lui ouvrir l'esprit quant aux possibilités que ce changement pourra lui apporter. Pour se lancer dans le changement, il faut d'abord y croire. Avec le focus et la foi, on traite le présent et le futur. Mais ce qu'on voit dans la deuxième phase, c'est que le passé pointe le bout de son nez pour remettre en question ses perspectives. Alors là, il faut que le leader se transforme en chef. On voit que la personne, en général, elle est dans l'ego, dans la colère, dans la plainte, dans la victimisation. Ce sont ces comportements qu'il faut tempérer, qu'il faut contrôler, et donc il est nécessaire pour le leader de se comporter comme chef. Il faut maintenir le focus et la foi, bien sûr, mais pas que ça. Pour continuer à avancer, il faudra privilégier l'apprentissage et le pardon. Le pardon, vous vous souvenez? C'est tourner la page, ne pas garder de rancœur. Richard est en train de s'auto-flageller, mais aussi de fouetter les autres. Donc il faut lui montrer que ça ne va pas entamer la confiance qu'on avait avant. Qu'un simple passage à vide ne va pas se transformer en rancœur durable, ne va pas enlever un poids de la relation future. Ce sera un pardon à double sens. L'entreprise n'en veut pas à son commercial de s'être positionné contre la décision, contre le projet. Et Richard lui-même doit faire abstraction des griefs ou des reproches qu'il a pu exprimer. En s'accordant mutuellement cette possibilité, on ouvre la porte à de nouveaux apprentissages. On ouvre la porte à se tromper tout en continuant à progresser et à tourner la page de cette descente pour se concentrer à nouveau sur le futur. Alors vient le point d'inflexion, le risque de rupture. C'est la phase de test. À ce moment-là, la personne prend les rênes consciemment. Avec la foi, le pardon, les conditions, vous voyez, sont réunies pour prendre la décision de faire ce test, et d'en assumer les conséquences sans créer de stress inutile ou de surcharge émotionnelle. Favoriser la responsabilisation à ce stade. Privilégier la responsabilité, la responsabilisation, c'est se donner les moyens de réussir sans se transformer en assisté. De tirer la plus grande satisfaction des succès qui vont venir. Dans la partie verte, enfin, la civilisation, le leader se transforme en coach. C'est lui qui motive, qui aide, qui accompagne. C'est pas l'accompagnant ou le chef ou même le coach qui va décider si une personne accepte le changement et si elle s'engage par la suite. C'est elle-même. Donc, agir comme coach pour maintenir la motivation, ouvrir l'esprit, faire avancer la personne sur le chemin qu'elle-même aura choisi. Et il va être très important à ce moment-là de mettre en œuvre la coopération. Après tout, il s'agit, dans notre cas, d'un projet d'entreprise et le succès va être collectif ou il ne sera pas. L'esprit d'équipe et de coopération doit primer. Alors, on développe la coopération, mais il est aussi indispensable de faire preuve de cohérence. Le doute ne doit absolument pas s'installer entre le discours qui a accompagné la descente et les perspectives de la montée. Ce qui a été dit, montré, promis peut-être, doit arriver comme ça a été dit, montré ou promis. Vous voyez, empathie, authenticité tout au long du processus pour soutenir la relation et travail spécifique sur certains points en fonction de la situation. Mais je vais être bien clair sur un aspect de cette courbe et de la gestion de la confiance qui l'accompagne. Les 9 dimensions de la confiance sont présentes tout le temps. On travaille la foi et le focus au début pour mettre de l'énergie dans le processus de changement. Après, ça ne veut pas dire qu'on arrête. De la même manière, on travaille la coopération après la phase de test, mais ça ne veut surtout pas dire qu'il faut l'ignorer avant et privilégier l'individualisme. La responsabilisation mise en exergue lors de la phase de test reste aussi complètement active par la suite. Ce que je vous ai montré ici, sur un exemple simple, c'est combien la gestion de la confiance est importante pour renforcer les chances de succès de votre projet de transformation, ok? Vous voyez, à chaque moment correspond une interaction différente
pour renforcer la confiance, la relation et arriver à l'objectif qui était fixé. Dans ce cas, la conversion de Richard à l'intelligence artificielle. Comme je vous ai dit, prenez ça comme un exemple. Ce n'est rien d'autre que ça. On va, de toute évidence, pas appliquer la même recette exactement dans tous les cas de changement. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est à quel point une gestion consciente de la confiance peut aider à surmonter les difficultés du changement, à quel point aborder ce genre de situation sous l'optique de la relation et de la confiance peut faire la différence.